Assalamu alaikum, shalom, bonjour et nous vous saluons dans toutes vos langues, un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde, partout où vous nous écoutez, sur Canal FM Lomé ici ou encore sur les radios partenaires, à Aneho, à Sokode, à Niamtougou, à Bassar, à Dapan, un peu partout. Nous disons également merci à tous les médias partenaires qui nous reprennent et que ce que nous disons dans ce studio s'entend dans le monde entier. À la technique, Vitogbe Kokou Michel Tomega qui à ses côtés, Géraud Dakucha. Alors aujourd'hui, vendredi 11 décembre 2020, c'est un numéro spécial du Club La Presse que nous vous servons. Découvrez vous-même le menu. Il y aura, si notre personne ressource arrive, la problématique de la riposte à Covid-19 avec cette polémique. Y aura-t-il, n'y aura-t-il pas couvre-feu d'ici la fin de l'année? On en parlera. Et deuxième sujet, la transparence dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics avec une personne ressource de l'RMP, nous allons en parler. Autre sujet qui nous intéresse beaucoup, qu'en est-il de contrôle de la qualité et des prix des services que nous offrent les opérateurs de téléphonie mobile dans notre pays? Nous allons parler avec deux personnes ressources qui nous arrivent de l'ARCEP et si nous avons le temps, le point de l'actualité sociopolitique dans cette semaine. Et pour cela, à nos côtés, donc, les invités qui sont avec nous. Commençons par la personne ressource qui nous vient de l'RMP, c'est M. Alaki Essaham. Bonjour, M. Alaki. Bonjour, Sas. Eh bien, vous êtes le directeur de la réglementation et des affaires juridiques à l'RMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Vous avez procédé hier à la divulgation du décret portant code d'éthique et de déontologie dans la passation des marchés publics. Je vous ai annoncé, vous êtes là, je vous en remercie. Merci, je vous remercie aussi et je remercie à vos auditrices et à vos auditeurs. Merci. Les deux personnes ressources qui nous arrivent de l'ARCEP, notre ami et confrère Hervé Haïdé Pana. Bonjour, Monsieur Pana. Eh bien, vous êtes le chef, le conseiller en communication à l'ARCEP. Alors, rappelez-nous d'abord l'ARCEP, M. Pana. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Merci. Vous avez avec côté votre collègue Kadiri Ouro Agoro. Bonjour, monsieur Ouro Agoro. Bonjour, Sas. Eh bien, vous êtes, vous, chef du département des affaires juridiques et du contentieux à l'ARCEP. Eh bien, depuis début novembre, il y a une série d'interpellations, de mise en demeure que l'ARCEP adresse aux opérateurs de téléphonie mobile. Dans la dernière en date dont les journaux parlent, eh bien, merci également d'être à nos côtés pour éclairer notre lanterne. Un club La Presse ne se fait pas sans journaliste, n'est-ce pas, Roland Djatoubé Aziaka? Bonjour. La grande dame ODD. Contente de te retrouver. Et également promotrice de la TV en ligne. Éco-Conscience TV. Vous qui nous entretenez sur des problématiques de l'environnement, également du genre. Oui, tout à fait. Et depuis quelque temps, on dit au Togo, c'est le Woman Power. It is a woman power, yes. Et encore en anglais. Oui. Merci. Bien, le Club La Presse commence aussi par une pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est une sagesse séculaire qui nous dit « N'arrêtez jamais d'apprendre parce que la vie n'arrête jamais d'enseigner. » Encore une fois, n'arrêtez jamais d'apprendre parce que la vie n'arrête jamais d'enseigner. Djatoubé, commençons véritablement avec une page de confraternité. Au moment où notre collègue, confrère Benedictus Marcus Pedro Koué Remazro, on dirait que c'est ça seul qui a les noms longs et les gens au fond de la concurrence. Jugez en vous-même. Lui seul s'appelle Benedictus Marcus Pedro Koué Remazro. Il est animateur technicien à Radio Maria. Il souffle son jubilé de lavande. Je sais que la dizaine c'est 4. Alors, quelle unité faut-il ajouter à 4 pour avoir jubilé de lavande? C'est votre devoir de maison. Et ça, c'est d'un. Et puis deux, la presse togolaise par le genre féminin qui a l'honneur. C'est notre consoeur Hélène Doubidji
qui vient d'être sacrée lauréate du Grand Prix régional journalisme sensible aux gens. Oui. C'est depuis le Sénégal que Hélène nous ramène ce trophée. Et je suis tellement fière d'elle. Déjà, à l'annonce, on a échangé depuis parce qu'actuellement, elle participe aussi à un sommet sur la question du genre où on dit les femmes occuper les médias. Et là, c'est la problématique genre-média et c'est fondamental parce qu'elle fait briller la femme dans le secteur des médias au Togo, sur le plan national, régional et international. C'est une fierté, surtout pour nous les jeunes femmes dans ce milieu macho un peu. Okay. Merci quand même. Voilà. Merci donc Hélène Doubidji, sacrée depuis le Sénégal, lauréate de ce Grand Prix régional journalisme sensible au genre. Oui. Mais je prends de l'occasion pour réitérer la demande des auditeurs qui souhaiteraient avoir également des voix de femmes, de journalistes femmes, également pour commenter l'actualité sociopolitique, pourquoi pas. Ça, c'est une problématique très profonde et j'espère qu'on va revenir dans d'autres émissions pour vraiment parler de la question de la place de la femme dans le secteur des médias au Togo parce que c'est fondamental. L'environnement n'encourage pas nos consoeurs à prendre le devant des choses et bon, moi je les encourage toujours à s'affirmer. C'est une affirmation et quoi de plus normal de s'affirmer dans ce que tu fais comme boulot. Donc c'est ça. Toutes les questions, peu importe, hein, même si je fais de l'écologie, de l'environnement ou bien de développement durable, je parle de la politique. Je parle de la politique. La politique, c'est la cité, c'est la gestion de la cité. Donc nous sommes des acteurs clés de la bonne gouvernance au Togo. Merci. Nous avons une femme qui préside l'Assemblée nationale. Nous avons une femme chef du gouvernement. Nous avons même une femme qui commande aux hommes en kaki, la ministre des Armées. Nous avons une femme qui est la présidente du HCRUN, qui est encore pour le moment le médiateur ou la médiatrice de la République. Nous avons également une femme qui fait la promotion des droits de l'homme, Madame Nakpa Polo. On l'a encore entendu hier à l'occasion du 10 décembre. Le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On gagnerait également à avoir des femmes qui aient les couilles. Vous permettez l'expression, Yatoubé? Les femmes qui aient les couilles. Nous avons les couilles. Ah bon? La preuve, je suis parmi vous. Mais vous êtes seul. Je veux plus. Merci beaucoup. Et bientôt, une femme comme présidente de la HAC au Togo. Warum nicht? Yes. Et puis, plus haut sommet, femme présidente. Why not? Why not? Rendez-vous en 2025 ou en 2030, c'est selon. Merci, monsieur Alaki et Soham. Rebonjour. Bonjour, ça. Par au tirage au sort, je voudrais commencer par vous qui êtes le directeur de la réglementation et des affaires juridiques à l'ARMP. On en est par là, l'autorité de régulation des marchés publics. Hier, nous parlions de vous ici quand vous procédiez à la divulgation du décret portant éthique et déontologie dans la passation des marchés publics. Commençons par le début. L'ARMP, qui vous êtes et que faites-vous? Merci beaucoup, Sass. L'ARMP, vous l'avez dit, c'est l'autorité de régulation des marchés publics. C'est un organisme que le gouvernement a mis en place et qui lui a conféré donc un certain nombre de missions dont la principale, c'est de réguler le secteur des marchés publics. Et cette régulation se traduit à travers plusieurs activités, notamment la participation à l'élaboration de la réglementation en matière de marché public. À ce titre, l'ARMP agit comme le conseiller du gouvernement dans le cadre de la proposition des tests pour pouvoir régir les marchés publics. En plus de cela, l'ARMP a aussi la mission d'informer et de former l'ensemble des acteurs de la commande publique. Parce que, vous comprenez toujours, les juristes disent qu'on est censé ignorer la loi. Mais en réalité, pour l'opposer, il faut que les gens connaissent cette loi. Donc, il faut les former, les expliquer dans les détails comment appliquer cette loi. Et donc, lorsqu'il y a aussi des différends, c'est-à-dire dans le cadre de la passation des marchés publics, des opérateurs économiques qui estiment qu'on les a trichés ou qu'on a, en tout cas, ils ont gagné que malheureusement, on les a évincés injustement de la procédure de passation. Donc, l'ARMP aussi est comme, entre griffes, le tribunal, c'est-à-dire qu'il reçoit les recours
juge et rend des décisions. Et en plus de cela, l'ARMP fait ce qu'on appelle en tout cas, le suivi et l'évaluation du système. Parce qu'à un moment donné, l'ARMP regarde globalement ce qui se passe et voit si elle peut améliorer les pratiques ou si elle peut améliorer les instruments. Donc pour cela, elle réalise ce qu'on appelle les audits indépendants. Et donc sur la passation, la gestion de l'exécution des marchés publics. Et lorsqu'elle décèle donc ces irrégularités, elle essaie donc de proposer des mesures correctrices pour que le système des marchés publics. Beaucoup de missions qui vous sont dévolues. Alors pour ce qui est de votre siège, vous étiez au quartier Kodjouakopé, mais aux dernières nouvelles, vous avez déménagé. Effectivement, bon, il y a de cela, depuis mars, nous sommes actuellement au niveau de GTA, donc dans l'immeuble Sahama Assurance, nous occupons les 6e et 7e étages. Merci. Comme je le disais tantôt hier, au lendemain de la journée internationale de la lutte contre la corruption, vous avez procédé à... Vous avez organisé un colloque international. Non, le colloque ce sera pour bientôt. Mais vous avez donc procédé à la divulgation du décret numéro 2019-097/PR portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique. Eh bien, dites-nous, monsieur Alaki, quels sont les grands principes que pose ce code d'éthique et de déontologie? Merci beaucoup. Effectivement, l'ARMP a profité donc de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption pour donc mettre en exergue le code d'éthique et le code d'éthique et de déontologie applicable donc dans les marchés publics. En réalité, c'est un code qui comporte des normes, des règles, des principes pour amener l'ensemble des acteurs de la commande publique à respecter, disons, les principes édictés par le code des marchés publics. En d'autres termes, le code comporte des règles pour aider à bien gérer les marchés, des règles aussi bien pour les agents publics, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui lancent les procédures. Donc, comment se comporter vis-à-vis des procédures, vis-à-vis des opérateurs économiques et vis-à-vis même de la matière même des marchés publics, du processus même des marchés publics. Et donc, voilà à peu près les principes, en tout cas en général, ce que comporte donc ce code. Et quels sont les acteurs qui sont tenus de respecter ces règles, ces principes? Bon, en réalité, quand vous prenez un code d'éthique ou de déontologie, il régit l'ensemble des acteurs du secteur. Or, actuellement, les acteurs du secteur des marchés publics, c'est les agents publics qui font partie de ce qu'on appelle les autorités contractantes et les opérateurs économiques. Et quand vous prenez les agents publics, c'est non seulement ceux qui passent les marchés, parce que dans le système, il y a ce qu'on appelle les personnes responsables des marchés publics, il y a des membres des commissions de passation et de contrôle des marchés publics, il y a aussi les mandataires des personnes publiques là, notamment lorsqu'on exécute un marché, elles peuvent par exemple choisir un bureau de contrôle qu'on appelle un maître d'ouvrage délégué ou encore un maître d'œuvre. Donc lorsque celui-ci agit pour le compte de l'administration ou pour le compte donc d'une personne morale de droit public dans le cadre des marchés publics, donc en tout cas cet acteur-là est soumis au respect donc des règles d'éthique et de déontologie. Donc les acteurs publics, le maître d'ouvrage délégué, consort. Mais qu'en est-il des opérateurs économiques qui interviennent eux aussi dans la chaîne? Effectivement, les opérateurs économiques sont un partenaire, disons, en tout cas, sont des partenaires stratégiques, puisque quand vous prenez un marché public, il y a en réalité deux parties. Il y a celui qui passe le marché, celui qui soumissionne. Voilà. Donc, celui qui soumissionne doit aussi respecter un certain nombre de règles, notamment au stade de la passation du marché, c'est-à-dire il peut être candidat, il peut être soumissionnaire, il peut être attributeur du marché
ou lorsqu'il gagne même le marché aussi, il faut qu'il respecte un certain nombre de règles que le code a édictées, donc en sa qualité de titulaire du marché. En plus de ces personnes qui sont immédiatement, en tout cas, impliquées dans la passation et l'exécution des marchés publics, le code s'étend aussi aux personnes qui sont dans le circuit financier, de règlement des marchés, de paiement, dans le circuit de contrôle et même dans le circuit de régulation, parce que nous, au niveau de l'ARMP, les agents, par exemple, sont aussi soumis à l'exécution ou à l'application de ce code d'éthique et de déontologie. Donc, on n'est pas exonéré. Nous sommes, comme l'ensemble des autres acteurs, soumis donc au respect des dispositions donc de ce code. Vous le disiez tantôt, nous voulons état de droit, et en état de droit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors je suppose que toutes ces règles, ces principes sont connus par tous ces différents acteurs que vous avez énumérés. Alors qu'est-ce que ces acteurs-là risquent au cas où ils seraient surpris en flagrant délit de non-respect de ces normes? Oui, vous savez qu'un code d'éthique et de déontologie, c'est vrai, c'est pour prévenir. Il édicte des règles de prévention. Maintenant, si malgré cela, les gens arrivent donc à franchir le pas, le code des marchés publics a prévu plusieurs sanctions. Des sanctions propres au marché public. Ces sanctions qui peuvent se traduire par exemple, l'exclusion de l'acteur du circuit des marchés publics, la confiscation des garanties, des amendes. On peut sanctionner donc quelconque des acteurs là à payer de l'argent sous forme d'amende lorsqu'il viole. Mais en dehors de ces sanctions qui sont prévues par le code des marchés publics, il y a aussi des sanctions pénales, parce qu'il y a des faits qui peuvent être interprétés non seulement comme des violations au code des marchés publics, mais qui peuvent constituer des infractions pénales. Et dans notre réglementation, lorsque, par exemple, l'ARMP rencontre donc de ces faits ou de ces actes qui peuvent être qualifiés d'infractions, elle les transfère au juge, à charge à celui-ci donc de pouvoir prononcer les sanctions donc pénales selon la qualification juridique qui leur est, disons, accordée. Merci, monsieur Alaki. Vous savez très bien que depuis que l'ARMP existe, les critiques ne manquent pas. Les travaux mal passés, les gens qui se plaignent, les travaux passés qui ne sont pas exécutés, qui sont abandonnés, les travaux qui débordent largement dans le temps, les travaux mal exécutés, vous le savez très bien. Eh bien, qu'est-ce qui va changer à présent avec ce code, ce décret portant code d'éthique et de déontologie? Qu'est-ce qui va changer fondamentalement, aussi bien dans la passation, dans l'exécution que dans le contrôle des marchés publics? Oui, effectivement, nous sommes aussi conscients que vous, c'est d'ailleurs le pourquoi nous sommes là, parce que si ça se passait normalement, on n'allait pas ériger un régulateur pour essayer de régler les problèmes. Maintenant, par rapport donc à ce test, c'est vrai, c'est un code d'éthique exprès, mais il y avait déjà des dispositions aussi contenant des exigences d'éthique et de déontologie dans les autres tests des marchés publics. Maintenant, avec ce code, il y a eu un certain nombre de documents qui ont été élaborés en soutien à la mise en œuvre donc de ce code. Il y a des formulaires, par exemple les formulaires de déclaration d'intérêt que les personnes, tantôt les acteurs, tous ceux qui sont soumis doivent remplir, parce que le problème d'intérêt, c'est quoi? C'est ce que on dit souvent, les conflits d'intérêt. Vous savez que tout ce que vous avez énuméré, le plus souvent ça arrive parce que il y a des intérêts cachés, des intérêts non déclarés, des intérêts contraires à l'intérêt public, parce que l'agent public qui est là pour passer le marché, normalement il doit suivre que l'intérêt public. Mais lorsqu'il a des intérêts contradictoires ou divergents, donc maintenant avec ce formulaire-là, l'agent remplit pour dire clairement je n'ai pas d'intérêt. Vous voyez, il y a aussi des formulaires au niveau du soumissionnaire, c'est-à-dire de l'opérateur économique, qui joint ça à son offre. Si par exemple l'offre ne contient pas ce formulaire-là, son offre doit être rejetée. Ça veut dire que l'opérateur économique ne veut pas se voir appliquer les règles ou principes du code s'il venait à ne pas respecter.
Il y a aussi d'autres formulaires, par exemple les formulaires de déclaration même de patrimoine, ce qui existait. C'est vrai qu'avec la loi organique, on a généralisé à haute personnalité, à agents assimilés. Mais il y avait déjà cette obligation dans les tests des marchés publics où, normalement, lorsque, par exemple, une personne responsable des marchés publics est nommée, avant l'entrée en vigueur, il doit faire une déclaration de son patrimoine. À la fin, puisqu'il a 2 enfants à 2, donc il peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, à la fin, il doit aussi faire cette déclaration. Le tout, c'est sous pli fermé. Il dépose au niveau du président de la Cour des comptes. Et donc, déjà, vous voyez que, c'est vrai, on ne va pas divulguer, on ne divulgue pas. Mais, le seul fait déjà de me dire que, voilà ce que j'ai déclaré. À la fin de mon mandat, je vais encore déclarer. Maintenant, s'il y a un problème demain lié à ma fonction, le juge va vérifier le point de départ et le point de sortie. Effectivement. Ok, c'est très beau, toutes ces normes, ces règles, ces principes, mais M. Alaki, qui est chargé de l'exécution de ce code-là pour vérifier que chacun des acteurs se conforme scrupuleusement à ces principes? Non, évidemment, c'est la RMP. Et c'est d'ailleurs pour ça les formulaires dont je viens d'énumérer ont été élaborés expressément en application, pour mettre en œuvre ce décret. Et là, déjà, dès janvier, il y aura des lettres circulaires qui vont être adressées aux personnes responsables des marchés publics. Dans les dossiers d'appel d'offres, il y aura déjà ces formulaires qui vont être insérés pour que toute personne maintenant qui participe puisse donc suivre. Et là, comme c'est l'ARMB qui fait le suivi, donc l'ARMB mettra aussi un dispositif pour s'assurer si effectivement les personnes responsables des marchés publics où les membres concernés les remplissent. Merci, ce n'est pas fini, mais souffrez qu'on suspende là, quitte à y revenir sur le coup de 12 heures. Pourquoi pas, si les auditeurs le jugent ainsi. Et pour cela, vous avez à votre disposition 4 numéros, le 22, 21, 33, 74, le 22, 20, 19, 68, ou encore le 91, 36, 63, 75, et enfin le 98, 87, 78, 37. Si vous jugez important de revenir sur le code portant éthique et déontologie dans la passation, l'exécution et des contrôles des marchés publics, Monsieur Alaki et Soham, il n'est pas séquestré, mais il se tient à votre disposition. Eh bien, d'un sujet à un autre, nous allons aborder maintenant la problématique de la disponibilité, de la fiabilité, de la qualité et des coûts des services que nous offrent les opérateurs de téléphonie mobile. Mais laissez-moi vous annoncer en tant que notre personne ressource en matière de Covid-19 et à nos côtés, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Sasson. C'est madame Docteur Tagba appelé Kilalo. Je suis médecin-chef de la commune d'Agonivé 1. Eh bien, j'avais voulu commencer avec vous, mais comme vos obligations vous ont fait arriver en retard, vous qui étiez censé commencer, vous allez devoir terminer. Toutes nos excuses. C'est un peu ça votre punition. Il n'y a pas de problème. Les premiers seront les derniers et les derniers seront premiers. Okay. Merci. Alors, sans transition, on nous passe maintenant à nos deux autres invités. Monsieur Hervé Haïdé Pana, rebonjour. Bonjour, Sass. Monsieur Pana, qui est conseiller en communication à l'ARCEP avec son collègue Kadiri Ouro Agoro, chef du département des affaires juridiques et du contentieux à l'ARCEP. Monsieur Ouro Agoro, rebonjour. Rebonjour, Sass. Eh bien, commençons par cette revue de presse. Aujourd'hui même, dans sa parution, le confrère Courrier de la République est écrit « La 5G, la grosse blague de Togocom ». Autre journal qui s'intéresse au sujet, c'est Togo Matin qui écrit, qui fait d'abord un dossier aux pages 6 et 7 où on lit ceci. État des lieux, d'abord Société de l'information, état des lieux et perspectives des télécommunications au Togo. Le dossier parle des mégas donnés pour 1 méga impact, ou encore le numérique dans les 5 prochaines années au Togo. Mais ce qui nous intéresse, l'ARCEP régulé pour assainir et développer l'environnement des télécommunications au Togo. Et puis à la page 5, toujours Togo Matin qui écrit
télécommunications, l'ARCEP fixe de nouveaux tarifs pour les opérateurs de communication électronique mobile au Togo. Information, sujet qui intéresse également l'Union pour la Patrie, qui écrit lui à la page 3. Désormais 3 francs CFA hors taxe au lieu de 100 francs CFA hors taxe. C'est désormais le coût de la cession USSD à compter du 1er janvier 2021. C'est la dernière mise en demeure que l'ARCEP vient d'adresser à Togocom ou bien à Togocel, c'est selon. Alors cela nous rappelle que M. Pana, depuis début novembre 2020, c'est à une série d'interpellations et de mises en demeure que nous assistons de la part de l'ARCEP à l'endroit de Move Togo et Togocom. Merci Sass d'abord de nous donner l'opportunité à l'ARCEP de pouvoir venir parler de ces sujets-là d'importance sur vos antennes pour éclairer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vos auditeurs sur ces sujets quand même qui sont des sujets qui concernent notre quotidien. Et je voudrais également, avant toute chose, voir que en fait il y a une convergence de vues entre ce que a dit notre ami Alaki, qui parlait... Monsieur Alaki de l'ARMP. De l'ARMP, qui parlait tout à l'heure, j'ai noté, de normes, de règles, en tout cas de cadres juridiques, de décrets, d'arrêtés, de lois, ce qui veut dire que nous nous trouvons dans un environnement aussi qui doit être régulé. Voilà, donc à cet effet, notre actualité est relativement chargée, comme vous l'avez souligné, en juger par les titres qui sont parus aujourd'hui. Mais cette actualité se concentre surtout sur l'USSD, qui date d'hier. Ce n'était pas une mise en demeure, comme vous l'avez dit, mais c'était juste une décision. Carrément une décision. C'est une décision qui s'impose aux opérateurs. C'est une décision de la direction générale que nous avons rendue publique hier par un communiqué de presse, qui fixe désormais le coût de la cession USSD à 3 francs au lieu de 100 francs où il était avant. Ce qui est important à expliquer aux gens, c'est que il faut voir ce que c'est que la technologie USSD. J'allais vous le demander en français vraiment facile. En français facile. Bon, voilà. Je fais étoile, un numéro, dièse, j'envoie et je reçois une réponse d'un prestataire. Pour une demande, pour une requête envoyée à travers un numéro spécifique, c'est ce que nous appelons le canal USSD. Pour ne pas faire de pub, bon, le plus simple, par exemple, je cherche des pharmacies qui sont de garde, je vais faire étoile un numéro et puis on me renvoie des réponses à travers ce biais-là. C'est ça que nous appelons la technologie USSD. Mais au-delà, la technologie USSD également permet de faire le mobile money, puisque nous... Le T-Money ou bien le Flouz, pour faire cette publicité gratuite à nos deux opérateurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'applications par rapport au canal USSD. C'est une technologie tellement basique parce qu'elle ne nécessite pas une infrastructure lourde, d'une part. Il ne nécessite pas de data. Il ne nécessite pas non plus d'avoir un smartphone. Donc, vous trouvez que c'est une technologie qui est adaptée pour nos pays africains où certaines zones, justement, ne sont pas couvertes par le réseau Internet pour que nos populations puissent accéder à un certain nombre de services sans lesquels, sans cette technologie, ils ne peuvent pas accéder à ces services-là. Banque, assurance, transport, santé, agriculture. Vous voyez ? Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à cette décision, c'est que nous étions à un prix très élevé dans la région. 100 francs CFA. Nous étions à 100 francs Alors CFA. qu'il y a, à titre comparatif, et nous en parlions ici en profane au studio, et maintenant, vous, l'ARCEP, vous confirmiez ce que nous disions en profane. Tout à fait. Pour comparaison, le Bénin à côté, Move Bénin. Nous avons Move Togo aussi ici. Pour Move Bénin, le prix est à 2 francs 38 CFA hors taxe. Si nous prenons Free, pourquoi Free? Parce que Free, c'est une filiale qui appartient aussi au groupe Accent, comme Togocom, pour faire une comparaison à peu près équivalente. Le prix au Sénégal est à 5 francs. Alors au Togo, il est à 100 francs CFA. Il est à 100 francs. Alors, est-ce que des opérateurs vous ont expliqué le pourquoi de cette grande disparité? Il y a une disparité que l'autorité de régulation a voulu corriger pour les enjeux que nous avons essayé de vous expliquer. Mais avant de corriger, est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi cela?
L'explication qui est fournie en général par les opérateurs, c'est en termes de maturité, ce serait un peu trop technique pour les auditeurs, pour dire que tel pays est mature en termes de technologie, en termes d'avancement en téléphonie mobile. Mais l'autorité de régulation, en prenant cette décision qui est importante, pourquoi ? Parce que cette décision va permettre à nos start-up de pouvoir proposer des services à des coûts accessibles. Et ça, c'est important. Ça va permettre aux institutions financières, notamment les banques et puis les microfinances, de pouvoir accéder, parce qu'ils sont prestataires. Certains ont pu comprendre que les 100 francs, en fait, c'est nos communications. Non, ce ne sont pas nos communications. C'est-à-dire ce sont le coût de la facturation aux prestataires qui vont nous proposer des services. Donc, c'est pour encourager l'innovation, c'est pour encourager les start-up, c'est pour encourager aussi le talent, l'ingéniosité et l'innovation togolaise. Et vous le reconnaissez que ici, il y a beaucoup de talents qui sont des fois freinés tout simplement parce que c'est cher. Donc, l'autorité a décidé de faire en sorte que, effectivement, ces prix soient accessibles pour que nous puissions redynamiser, libéraliser ce secteur qui était un peu, allez, disons-le, la chasse gardée des opérateurs de communication. Et c'est à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier. Vous aurez pu commencer déjà aujourd'hui pour nous faire un cadeau de fin d'année. Écoutez, le meilleur reste à venir, comme on dit ça. Le meilleur reste à venir parce que c'est vrai qu'en toute humilité, l'ARCEP fait son travail dans ses prérogatives, dans ses missions. Et je me réjouis de constater que, effectivement, ça se passe dans un cadre réglementaire. Ça ne se fait pas au détriment donc, à partir des lois du 1er janvier 2021, dans exactement 20 jours, si je ne me trompe, les services, tout ce que nous faisons par la technologie USSD va être facturé à 3 francs CFA au lieu de 100 francs actuellement. Mais avant cette décision, que nous espérons vivement va être effective dans 3 semaines, Monsieur Ouro Agoro, depuis début novembre, c'est une suite de sommations, d'interpellations, de mise en demeure que l'ARCEP ne cesse d'adresser à Togocom et à Move. Alors dites-nous, comment peut-on expliquer cette liberté d'action que l'ARCEP retrouve aujourd'hui? Alors, merci SAS. Liberté d'action que l'ARCEP retrouve aujourd'hui, je dirais que cette liberté a toujours existé. Bon, c'est une question de dynamique à mettre en place, c'est une question de vision, d'objectifs qu'on se fixe. Alors, aujourd'hui, l'ARCEP a à peine moins de 2 mois. Formellement, parce que c'est vrai qu'avant on était habitué à l'ARTP, maintenant nous en sommes à l'ARCEP, et je comprends, je commence à comprendre pourquoi on est passé de l'ARTP à l'ARCEP. Oui, c'est ça, c'est une réforme qui visait d'améliorer cette performance de l'institution. Alors, l'institution a commencé officiellement depuis le 23 octobre avec la passation de service du nouveau directeur général qui, 2 jours, 3 jours après, a commencé par mettre en branle sa feuille de route, ses objectifs. C'est ce qui nous a amené, n'est-ce pas, à vérifier l'état de mise en œuvre des obligations et droits qui sont inscrits dans les cahiers des charges des opérateurs. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'obligations qui sont restées non appliquées. Alors, nous avons décidé de commencer par là. Comme disait Hervé, c'est un long processus, une dynamique dans laquelle on s'inscrit et qui va nous permettre à terme d'arriver à une baisse sensible des tarifs pour directement qui seront ressentis directement par les consommateurs. Alors c'est dans cette logique. Merci. Alors je me rappelle qu'il y a quelques semaines, l'ARCEP avait mis en demeure Move Togo et Togocom de revoir leurs tarifs en termes techniques. Vous parliez de différenciation tarifaire. Alors c'est quoi cette différenciation tarifaire et pourquoi ce n'est que maintenant que vous réagissez?
Monsieur Ourouagoro. Oui, merci. Alors, la différenciation tarifaire veut dire quoi? Alors, si je considère que je suis un client, un abonné de Togocel. En tout cas, moi, je le suis. Voilà. Et vous aussi. J'appelle aussi. Alors, je vous appelle sur votre numéro Togocel. J'ai une facturation avant la mise en œuvre de cette décision. Je crois que c'était à 79 francs la minute. Oui. Alors, si je vous appelle toujours ça sur votre numéro de Move, je t'ai facturé à 110 francs pour la même minute de communication. Et ce n'est pas que l'apanage de Togocel. Move aussi appliquait les mêmes structures de tarifs à l'inverse, que ce soit au niveau de l'appel en net ou extranet. Alors, nous avons trouvé que c'est une pratique qui est générale, qui existe dans d'autres pays. Alors, c'est une pratique qui est contre la concurrence, la libre concurrence. Je vous explique. Alors, quand je sais que je vais, en appelant intra-réseau, je paie 79 francs au lieu de 79 francs, au lieu de 110 francs, j'aurais toujours tendance à n'appeler que tous mes correspondants qui sont qui sont dans le même réseau que moi. Et ça me permet d'économiser environ 30 francs. Ce n'est rien chaque minute de communication. Et par là, les opérateurs faisaient de la mauvaise concurrence. Oui, il n'y avait même pas de concurrence en ce moment. Quand c'est comme ça, tous les clients sont pris prisonniers dans le réseau. Et on peut dire en français facile que les opérateurs nous trichaient, pour ne pas dire nous volaient. Alors, je n'utiliserai pas ce gros mot. Oui. Ils ne nous volaient pas, mais ils avaient des pratiques qui n'encourageaient pas. Ils nous obligeaient à ne rester que chez eux. À payer moins cher, mais en restant chez eux. Si on cherche à aller au-delà, on va payer cher. Ça nous dissuadait le consommateur à faire des appels extra-réseau. Donc maintenant, quand téléphone intra-réseau ou inter-réseau, nous payons maintenant les mêmes tarifs. Alors oui, suivant le profil qu'on adopte ou qu'on souscrit, on paie toujours le même tarif. Oui. Et quel est ce tarif-là maintenant, la minute? Alors ça dépend. Alors pour les valeurs faciales, c'est un peu technique. Alors quand je ne souscris pas de forfait, donc on me facture 79 francs la minute. Que ce soit entre de Togocel à Togocel ou bien de Togocel à Move ou inversement. Oui, mais actuellement nous assistons à une généralisation des forfaits. Ce qui fait que là, les tarifs sont beaucoup moins chers. Vous voyez, on tourne autour de 20 francs, 30 francs pour les deux opérateurs, véritablement. Quand vous faites un forfait pour 7500, vous avez un certain nombre de minutes ou un certain nombre de montants. Quand on rapporte cela au nombre de minutes, c'est beaucoup moins cher. Le consommateur ne sait pas ça. C'est pourquoi on considère que la consommation, c'est toujours cher. C'est cher, il y a des efforts à faire. Mais quand on prend en compte ces forfaits, on paie beaucoup moins cher. Mais on est obligé de faire le forfait pour bénéficier. Oui, Monsieur Pana, il y a quelque chose que je tiens à préciser quand même, parce qu'on parle de différenciation tarifaire, mais il faut relever, parce que tout à l'heure, je disais que tout ça, c'est interdit. C'est des pratiques anticoncurrentielles. C'est interdit dans les cahiers de charges. Parce que tout à l'heure, vous avez utilisé un mot et M. Ourouagoro a relevé que on ne va pas dire tricher. Enfin, je me suis fait seulement le porte-parole de ce que les consommateurs disent. Il faut tout simplement dire que c'est des pratiques interdites. L'effet réseau, l'effet prisonnier, c'est illégal. C'est-à-dire, c'est une pratique anticoncurrentielle. Faire de la différenciation tarifaire, c'est interdit par les clauses, les dispositions du cahier de charges des opérateurs. Donc, si vous voulez, ils ont violé ces clauses. D'où la raison de ces mises en demeure. Merci. Alors, Monsieur Ourouagoro, Monsieur Pana, pour beaucoup d'abonnés des réseaux, vos dernières sorties auraient fait voler en éclats les tarifs de ces forfaits. Vous êtes conscient de cela? Alors, en réalité, nous sommes en train de construire tout un édifice de la régulation. Comme je le disais, à terme, ça va tirer les tarifs sensiblement vers le bas.
Alors, le premier pilier, le premier jalon a été posé. Ça a donné l'impression, parce que vu la réaction tarifaire des opérateurs, ça donne l'impression que les tarifs sont envolés, sont devenus plus chers. Mais ce n'est qu'une première étape qui va laisser place à d'autres étapes que l'autorité va mettre en place, notamment l'édification des principes d'une tarification juste. Le véritable problème au Togo, le véritable problème des communications électroniques au Togo dans la tarification, comme on le dit d'habitude, c'est les pas de tarification. Au Bénin, par exemple, vous consommez, vous faites une seconde de communication, on vous facture pour une seconde. Alors qu'actuellement, la pratique des opérateurs, vous faites 2 secondes. Chez nous ici, vous faites 2 secondes, on vous facture pour 30 secondes. Alors, vous voyez les cas. C'est ce qui fait que, à terme, vous êtes facturé plus que ce que vous avez consommé. Et quand vous en êtes conscient vous-même, on va y arriver aussi. Alors oui, effectivement, ça fait partie de la feuille de route de la nouvelle direction, de la nouvelle équipe dirigeante, mettre en place des principes de tarification justes. Et pour cela, il nous faut adopter certaines mesures de régulation qui doivent... C'est ça la règle de l'art. On doit mener des études qui atteste que ce n'est pas parce que le dirigeant s'est réveillé un beau jour, il a rêvé d'un monde meilleur, qu'il décide que désormais c'est un franc. Non, à partir des études que toute personne ne pourra contester, on pourra dire, désormais le coût, la tarification par unité, c'est tel montant qui sera accepté. Donc, par les somme, comme vous venez de le faire pour les transactions USSD, l'espoir est permis que très bientôt, toutes nos communications seront revues à la baisse, un peu comme nous le disons dans les pays voisins. Monsieur Pana ? Il est important que nos compatriotes qui nous écoutent comprennent bien le sens de cette démarche-là initiée par l'ARCEP. Nous avons parlé de processus. Qui dit processus dit étape. Qui dit processus dit évolution. Qui dit processus parle d'objectifs. Il y a une vision derrière tout cela. La vision, c'est que demain, ce que nous espérons très vite, que ce soit le consommateur lui-même qui soit capable de réguler. Ça veut dire que je suis consommateur, je suis capable de voir ce que j'ai appelé et combien ça m'a coûté, combien de temps j'ai appelé, combien... C'est ça l'enjeu du pas de facturation. Nous sommes en train d'aller grâce à la digitalisation. C'est ça la vision de l'ARCEP aujourd'hui. C'est-à-dire de pouvoir s'auto-réguler en tant que consommateur grâce aux data. Et ça, c'est possible. C'est possible aujourd'hui. Ça, c'est lorsque vous prenez votre téléphone, j'ai passé un appel, ça m'a fait 1 minute, je peux calculer moi-même combien ça m'a coûté. Vous voyez ? Et donc, c'est ça les véritables enjeux. Au-delà, tout à l'heure, vous avez parlé du canal USSD et nous en avons parlé. L'enjeu est tellement important par rapport à nos populations. Parce que, imaginez, c'est un outil d'inclusion socio-économique. Combien de personnes aujourd'hui ne peuvent pas accéder à certains services, je l'ai dit, sans cet outil-là? Et vous savez très bien que au niveau de l'action gouvernementale, l'accent est mis sur le digital. Et sur les 47 projets qui sont considérés comme prioritaires dans la feuille de route présidentielle 2020-2025, imaginez-vous, il y a 27 projets qui ont une composante digitale, donc 67%. Donc c'est dire combien, en termes de vision, l'ARCEP, aujourd'hui si vous allez sur notre site www.arcep.tg, vous allez voir, soyons tous ensemble acteurs de la transformation digitale. C'est un peu notre credo et c'est notre devise aussi. Merci. Non seulement les canaux USSD, les autres communications, mais par une décision, enfin un communiqué de presse émis hier, l'ARCEP qui menace de sanctionner Togocom en raison des défaillances de son service Timoni. Alors, M. Ourouagoro, quel est exactement ce courrier ou bien cette mise en demeure que vous avez adressée à Togocom hier? Alors, merci SAS. L'autorité de régulation a reçu plusieurs plaintes des consommateurs sur les dysfonctionnements du service, notamment Timoni, le service de transfert d'argent de Togocel. Alors, vous avez de l'argent sur votre compte numérique, vous ne pouvez pas accéder, vous ne pouvez pas utiliser pour faire vos achats, pour répondre à vos besoins.
Alors, l'autorité, n'est-ce pas, ayant été saisie par des plaintes, nous avons mené nos propres investissements, oui, nos propres investigations. Nous avons effectivement réalisé qu'il y avait des problèmes. Nous avons interpellé l'opérateur. Voilà les problèmes qui se posent. Vous avez un temps pour régler ces problèmes. D'où la mise en demeure de l'opérateur. Vous savez, le service aujourd'hui, le service de transfert d'argent est un service très important socialement parlant. Mais quand on prend le programme Novici, c'est à partir des services de transfert d'argent. Quand on prend aujourd'hui les projets Togo Voyage, Togo Safe, ce sont des mesures de promotion des gestes barrières. Si derrière tous ces projets mis en place par le gouvernement, les services ne répondent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, d'où aujourd'hui nous demandons. On parle de menaces, ce ne sont pas des menaces. Nous interpellons l'opérateur de faire attention à ses obligations en termes de qualité de service. Aujourd'hui, la qualité, la question pose sur Timoni. Hier, c'était sur d'autres questions. Et demain, ça pourrait être sur davantage d'autres questions. L'objectif, c'est de permettre aux consommateurs de bénéficier des services. Alors justement, quel est le deadline que l'ARCEP a fixé à Togocom de corriger ces défaillances-là de Timoni? Alors, Timoni, il y a plusieurs points qui ont été soulevés dans le cadre de cette mise en demeure. Il y a d'abord le problème de qualité de service. Alors, l'opérateur a 8 jours à compter de la date de notification. Depuis hier? Si on considère que la notification a eu lieu hier, donc ça, on commence par compter aujourd'hui 8 jours pour régler le problème. Ça sera le 18 décembre alors. Oui. Alors, il y a un autre problème. Il y a un autre problème que les consommateurs ne voient pas, c'est le problème de l'information. Dans le cahier de charge de l'opérateur, de tous les opérateurs, on lui a fait obligation, chaque fois qu'il y a problème sur le réseau, informer les consommateurs. Nous avons tel souci, ça va nous prendre tel moment pour réparer. Alors, chacun, avec cette information, tout le monde s'ajuste. J'ai un programme de dépenses dans 2 jours, 3 jours. À partir de cette information, je sais anticiper pour ne pas être mis devant le fait accompli. Nous avons réalisé que, voilà, non seulement l'opérateur ne respecte pas ses obligations de qualité de service, mais en plus, il faillit à l'obligation d'informer le consommateur sur les dysfonctionnements que son réseau rencontre. Ça, c'est très grave. Et si à terme, Togocom ne respectait toujours pas ces mesures-là, qu'est-ce qui est envisagé par la suite, M. Pana? Il y a toute une palette de mesures qui peuvent être envisagées parce que, comme l'a dit mon collègue M. Oro Agoro, il ne s'agit pas forcément de sanctionner. Il s'agit d'amener les opérateurs dans un environnement qui est, une fois encore, qui est encadré, de pouvoir respecter les obligations qu'ils ont prises à l'égard des consommateurs. Ça, ce que nous disons là, c'est vrai que nous le disons ici dans un studio au calme, tranquille, mais c'est des drames au quotidien pour un certain nombre de nos compatriotes. Et vous en avez fait le coup, notamment dans certaines colonnes, nos confrères en ont fait le coup par rapport à ce dysfonctionnement de Timonet. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même, rappelons-le, de leur propre argent. C'est leur argent qui est sur un compte, qui est un compte PME, porte-monnaie électronique, et qui cherche à retirer, et qui n'arrive pas à retirer. Donc, le sens des actions de la RTP, c'est d'amener l'opérateur à arrêter, à faire en sorte que ce dysfonctionnement cesse. Et une fois encore, au-delà des programmes gouvernementaux, certains ont pu aller. Les associations de consommateurs, par exemple, nous ont fait remonter un certain nombre de doléances. Et on en parlait. Et nous les remercions encore pour cette synergie d'action et de collaboration que nous avons avec eux. Nous leur faisons coucou au passage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est temps vraiment que ces services reviennent à la normalité. La normalité, ça veut dire de faire que ça fonctionne, qui est effectivement l'accès, les 3 niveaux, c'est-à-dire l'accès, le service lui-même et la notification. Parce que certains nous ont dit, ah oui, mais on le fait, on le sait au moins 10 fois, avant que plus tard dans la nuit, on nous dise que c'est passé. Alors que la première fois, c'est pas passé. Ça, c'est le concret que vivent les gens.
Merci. Alors, un auditeur qui nous suit nous envoie ce message que en suivant cette émission, il ou elle se sent vraiment revigoré parce que il ou elle sent l'autorité de l'État revenir. Et l'État également, parlant de vous, et également de l'RMP, cet État qui se donne les moyens de l'éthique et de la déontologie. Maintenant, le challenge, comme diraient nos amis anglophones, c'est comment effectivement faire respecter tout ce que vous dites dans ce studio et qui sonne si bien. Cela s'adresse aussi bien à l'RMP qu'à l'ARCEP. L'RMP. Merci On beaucoup. dit que ce que vous dites, ça sonne bien. Maintenant, on vous attend sur le terrain du respect de vos normes d'éthique et de déontologie. Non, je suis d'accord avec vous et avec l'auditeur. C'est vrai, ce n'est pas aussi facile d'appliquer la loi. Et si c'était facile, on n'allait même pas faire cette loi-là. Mais il y a plusieurs moyens par lesquels nous allons le faire. Le premier moyen, c'est la sensibilisation. C'est la formation, c'est la pédagogie, d'amener les gens à comprendre le bien fondé. Et maintenant, après, on peut monter encore un peu. Comme tout à l'heure, nous avons presque les mêmes outils. Et on fera par rapport aux interpellations. Après les interpellations, il y aura les mises en demeure. Bon, et progressivement, il peut y avoir des amendes. Et puis maintenant, allez, on va y arriver. Quant à vous, un autre auditeur dit que l'ARCEP commence bien, mais il a peur que vous touchiez à de gros intérêts et qu'on vous tape sur le doigt. Monsieur Ourouagoro. Oui, alors, je comprends les inquiétudes de l'auditeur, mais je voudrais ici... Je ne sais pas. Bon, d'accord, oui. Alors, je voudrais ici non seulement rassurer cet auditeur, mais rassurer tout le monde. Alors, si nous avons commencé, c'est parce que nous avons l'intention d'aller jusqu'au bout. Aller au-delà de l'intention, ayez la volonté d'aller vraiment au bout. Oui, aller au bout avec l'espoir d'atteindre l'objectif. Ok. Pour l'autorité de régulation, donc pour une autorité de régulation, comme l'a dit mon collègue de l'RMP, l'objectif n'est pas de sanctionner. Si on peut arriver à améliorer les services, on peut arriver à baisser les coûts sans faire usage de la sanction, on le fera. Mais si on est obligé de faire usage de la sanction pour y arriver, alors la loi met à notre disposition des instruments qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. En pédagogie, on parle de l'usage de la carotte et le bâton. Malheureusement, si on doit arriver là, M. Pana. Oui, non. Je crois qu'au niveau de l'ARCEP, une fois encore, j'insiste sur cette vision. La vision pour l'ARCEP, effectivement, c'est de faire en sorte que les consommateurs, qui sont de loin ceux qu'on a tendance à souvent oublier dans ce qu'on a considéré comme un bras de fer entre l'ARCEP et les opérateurs de téléphonie mobile, en fait, on oublie un peu les consommateurs. C'est eux qui sont au centre. Les consommateurs doivent pouvoir aujourd'hui jouir de bénéficier de services de qualité à des prix accessibles. Merci. Mais ces consommateurs ont besoin d'être en vie, d'abord en bonne santé, se mettre à l'abri du nouveau coronavirus. Et c'est pas Dr Tagba Pelei Chilalo qui va nous demander. Vous avez raison. Il faut d'abord que nous soyons en vie, que nous soyons à l'abri du coronavirus pour bénéficier des prestations des opérateurs de téléphonie mobile et concourir au marché public si on en a les moyens. C'est essentiel, une bonne santé. Rien ne se fait sans la vie, sans la santé. Alors, les derniers chiffres, tels que nous avons l'habitude de le faire, hier, c'était au total 3182 contaminations au Togo. Heureusement, 2714 guéris. Mais malheureusement, nous avons enregistré un nouveau décès hier, ce qui montre le total à 66 décès pour 402 cas actifs. Alors, le constat, Dr Tagba, c'est que hier, nous avons un nouveau décès dû au nouveau coronavirus. Et puis de deux, le nombre des cas actifs recommence à monter dangereusement. Bien sûr, c'est ce que nous constatons tous, que le nombre de cas actifs augmente. Il y a 2-3 jours, nous étions à 366 et puis hier, on est remonté à 402. Oui, ça veut dire que les nouveaux cas dépistés aussi augmentent. De jour en jour, nous enregistrons les nouveaux cas
je m'avais pensé au non-respect des mesures barrières. Encore et toujours. Encore et toujours. Surtout dans un milieu confiné comme celui-ci. En principe, nous devons tous porter le masque. Donner l'exemple. Oui. Non, dites, ayez le courage de le dire à haute voix. Effectivement, je me suis dit que lorsque je suis entrée dans le studio, je me suis dit que mais ceci m'étant tout quoi. En principe, nous devons tous porter les masques, surtout lorsque nous parlons. Parce qu'en parlant, nous émettons des gouttelettes de salive. Et si on devait nous évaluer, si quelqu'un d'entre nous était un potentiel porteur, nous sommes restés à ce studio pendant plus de à peu près 15 minutes. Ça fait 55 minutes que nous avons commencé. Ça veut dire que nous avons beaucoup de chances d'être contaminés. Et donc, c'est ce que nous constatons dans la population. Parce que nous avons oublié les gestes barrières et les cas augmentent de jour en jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, surtout, depuis 3 jours que les cas actifs montent en gamme, on recommence à avoir peur, surtout que nous allons progressivement vers la période des fêtes. Noël, Nouvel An, avec tout cela comporte. C'est dans cette ambiance-là que, je ne sais pas s'il doit dire polémique ou plus, et cette affaire-là de retour ou pas du couvre-feu pour la période des fêtes. Aujourd'hui, le confrère L'Engagement écrit Covid-19 et les fêtes de fin d'année, les bonnes affaires plombées par le couvre-feu annoncé. Autre journal, c'est Harakiri qui écrit couvre-feu et fermeture des bars en cette période de fin d'année. Le remède ne risque-t-il pas de faire plus de dégâts que le mal? Pendant que, autre journal, le Canard indépendant écrit, lui, éventualité d'un second couvre-feu en 2020 quand les mauvais souvenirs ressurgissent. Docteur Tagba, la question est sur le tapis depuis lundi. Pour certains, le couvre-feu va être déjà décrété du 18 décembre jusqu'au 3 janvier. Mais quand on a écouté le Conseil des ministres le mercredi, c'est plutôt, on comprend plutôt que les concertations continuent et qu'on pourrait éventuellement y arriver, mais la décision n'est pas encore prise. Alors vous qui êtes spécialiste de santé dans cette affaire-là, est-ce que le couvre-feu serait éventuellement opportun? S'il y a couvre-feu, je pense que ça, c'est au niveau du gouvernement d'en décider. Et sur, disons, après concertation du comité scientifique. Oui. Vous savez tous que lors des fêtes, tout le monde, personne ne respecte les mesures barrières. Enfin, pas beaucoup. Pas beaucoup. Et donc, si couvre-feu il y a, ça nous permettrait quand même de pouvoir se rappeler qu'il y a une maladie qui est en train de circuler. Et qu'on n'a pas oublié, on ne doit pas oublier la maladie lorsqu'on est en train de fêter. Dans tous les cas, qu'il y ait couvre-feu, s'il y a couvre-feu, c'est une bonne chose parce que ça nous permettra de réduire un peu le nombre de cas dans les jours à venir. Docteur, allons concrètement. Oui. Bien sûr, la décision politique revient au gouvernement. Oui. Mais si on vous sollicitait, vous, en tant que médecin, Oui. Quel avis donneriez-vous sur l'instauration ou pas du couvre-feu lors des fêtes? Personnellement, je trouve que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision parce que nous savons tous ce qui s'est passé lors des fêtes passées. Et lorsque il y a fête, personne ne respecte rien. Donc, le couvre-feu permet que chacun puisse, disons, se rappeler de la maladie et respecter les mesures barrières. S'il n'y a pas couvre-feu, tout le monde va sortir dans les bars et fêter comme cela se doit. Avec tous les risques avec à tous les l'horizon. risques que cela comporte. Et généralement, c'est à partir de c'est la nuit que les gens ont certains comportements qui ne respectent pas les mesures les mesures barrières. Docteur, même si comparaison n'est pas raison, on a suivi aux États-Unis d'Amérique. Au lendemain de leur fête Thanksgiving Day,
les contaminations ont flambé et continuent de flamber. Et actuellement, le débat est même sur la table en France. Le Premier ministre qui a plutôt laissé entendre que la France pourrait retourner au couvre-feu incessamment. Alors, c'est une décision très courageuse pour les politiques. Mais vous l'avez dit, le médecin que vous êtes, vous comprendriez, je parle au conditionnel, que le gouvernement instaura le couvre-feu. Oui. Ok, alors dans cette ambiance-là, maintenant, quelles sont les mesures barrières que vous voulez encore nous rappeler, avec ou sans couvre-feu? Avec ou sans couvre-feu, je pense que lors des fêtes, nous devons éviter de, respecter cette distanciation physique en privilégiant des rassemblements familial. Si nous devons fêter, nous devons rester dans la cellule strictement familiale pour fêter et éviter de se fréquenter. Et donc, sur ce, nous allons inviter tous ceux qui ont quelque chose pour fêter, de pouvoir donner aux autres qui n'en ont pas, afin qu'ils puissent rester chez eux et fêter en famille. Parce que je pense que c'est le manque de, des ressources qui fait que certaines personnes, c'est pas seulement c'est pas seulement ça qui fait que des gens visitent les autres. Peut-être c'est pour vérifier pour voir si la famille va bien. Mais nous aimerions que chacun puisse fêter dans sa cellule familiale, respecter ces mesures barrières que sont le port obligatoire de masques, le lavage régulier des mains à l'eau et aux solutions hydroalcooliques, d'éviter les grands rassemblements et de rester chez soi si ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Il est 12h passé de 1 minute. On va devoir suspendre là, quitte à revenir. Les auditeurs ne manquent pas de matière. Aussi bien le code, le décret portant code d'éthique et de déontologie que notre ami Alaki de l'ARMP nous a exposé, Monsieur Pana et Monsieur Ouro Agoro, qui nous ont beaucoup entretenus sur la nouvelle énergie que déploie l'ARCEP au bénéfice des consommateurs, et puis Dr Tagba Pelei qui nous rappelle en tant que médecin, en tant que maman, en tant que dame, les conseils, enfin les pratiques qui devraient être les nôtres si nous voulons continuer en vie et profiter des tarifs meilleurs que pour lesquels l'ARCEP se bat pour nous. Juste rappeler que notre confrère Olivier Adja est arrivé avec nous, même s'il ne parle pas beaucoup. Olivier, bonjour quand même. Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait vœu de silence. Merci de m'avoir prêté votre temps d'antenne. Je rappelle que notre grande dame ODD, Diatougbe, est à nos côtés aussi. Juste un moment de faire un clin d'œil à nos partenaires et nous rebondissons avec vous. 93.5 Canal FM. Eh bien, à présent, nous nous reconnectons sur vous avec les 4 numéros et sur les 3 questions débattues aujourd'hui, l'ARMP, l'ARCEP et la COVID-19. Premier auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Georges, je suis Segbe. Oui, nous vous écoutons. J'ai 2 petites questions pour ARCEP. Allez-y rapidement. Voilà, la première question, c'est pour savoir ce que toutes les réformes, tout ce qu'on demande aux opérateurs là, c'est pour le bien des abonnés ou bien c'est pour la gloire de ARCEP. Deuxième question, on a vu que les forfaits ont changé chez les 2 opérateurs, mais au niveau de Togocom, il y a toujours un forfait que tu es obligé d'utiliser pour Togocom. Est-ce que ça aussi c'est normal? Merci. Je vous en prie. Allô? Oui, nous vous recevons. Oui, ça. Oui. Comment ça va? Ça va chez nous. Monsieur Gado, oui. Oui, bon, ça, je voulais poser une question à propos de Covid-19. Oui. Madame a dit maintenant qu'on peut partager le repas comme ça, les gens ne peuvent pas sortir. Le ministère devait plaider auprès du gouvernement pour relancer nos vies ici. Parce que c'est pas tout le monde qui a le repas pour partager. Même ça, je ne peux pas partager avec vous parce que je n'en ai pas. Merci. Ok, merci. Docteur Tagba, vous avez écouté? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est combien? Oui, allez-y. J'ai 2 questions. La première, c'est à madame. J'ai l'impression que les décisions que les techniciens de la médecine prennent, ils se focalisent sur ceux qui ne respectent pas les gestes barrières.
Et nous qui respectons les gestes barrières, ils ne focalisent pas leurs décisions sur nous. Et ça fait que nous nous sentons, comment dirais-je, un peu lésés. Voilà. Et étouffés. Pour moi, à ce jour, je n'ai plus Covid-19 dans mes programmes. Et parce que je respecte les gestes barrières, je suis en bonne santé, je fais mes activités, c'est conjugué dans le passé. Mais quand on prend les décisions, on a l'impression qu'on ne nous prend pas en compte. Et on veut que ceux qui ne respectent pas soient plutôt devant nous. Et une question, c'est par rapport à l'ARCEP. Pourquoi passer les bonnes décisions que l'ARCEP est en train de prendre, que nous félicitons, nous encourageons et que nous sommes derrière eux, ne se posaient pas. Parce qu'on ne veut pas que ces décisions soient dans le futur question de taille. Nous ne maîtrisons pas les mobiles. Par exemple, quand tu sors du Togo, tu as le ressentiment que tu es triché. Et moi-même, j'ai transformé le slogan de Togocel qui dit Togocel, nous sommes leaders. Moi, je dis Togocel, vous êtes voleurs. Parce que je considère qu'on m'a volé. Mais les mobiles, il y a peut-être qu'on m'a volé, je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux nous rassurer que d'ici et dans le futur, ça serait dans la droite ligne? La même question aussi pour RMP. Merci, merci, comme c'est noté, c'est noté. Passons au suivant. Bonjour. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est M. Barthélémy. Barthélémy, allez-y. Oui, ma question va tout de droit, tout directement à ARCEP. S'agissant de nos unités de consommation, et je voudrais savoir si nous sommes vraiment les détenteurs de notre consommation. Parce que s'il faut acheter le crédit et ne pas les durées d'utilisation, il faut nous ôter le crédit. C'est comme nous ne sommes plus alors propriétaires de notre consommation. Normalement, nous devons jouir librement de notre unité de consommation. Et comment appelle-t-on, du côté de Timoni, il faudrait vraiment que Togocom cesse de faire la pagaille en parlant de 5G et oublier Timoni. Parce que Timoni, c'est vraiment un système bien placé pour pouvoir permettre à la population de se satisfaire de ses moyens financiers. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Le suivant déjà en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Joël. Joël, allez-y. Bon, je voudrais m'adresser aux agents de l'ARCEP qui sont à vos côtés là-bas. Parlant de la 5G, la dernière fois, je crois, sur votre antenne, j'ai suivi un journaliste qui demandait s'il n'y avait pas un impact sur la santé des populations. Bon, moi, je voudrais aller au-delà. La mise en œuvre de cette nouvelle technologie-là, moi, je suis dans le domaine de l'aviation civile. Nous avons un certain nombre de craintes sur, n'est-ce pas, le brouillage de certain nombre de fréquences que nous exploitons dans le domaine aéronautique. Je voudrais savoir si l'ARCEP a mené des études qui prouvent que la mise en œuvre de la 5G vraiment n'a pas des impacts sur d'autres services qui sont déjà en utilisation, et surtout dans le domaine de l'aviation civile. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Déjà, celui qui est en ligne, bonjour. Allô, bonjour madame, bonjour monsieur. Monsieur Kolani depuis Agoué. Oui, nous vous écoutons. D'abord, je salue madame Tagba. Pour son courage, je nous dis comment vous vous comportez au studio. Un studio qui est confiné, climatisé, et vous ne portez pas les masques. Vous pensez que vous êtes épargné de coronavirus, mes amis? Tout ce que nous entendons, c'est toujours les milieux confinés, climatisés, qui propagent plus le corona. On ne sait pas d'où vous avez dormi, d'où vous venez, vous tous, et vous êtes là-bas. Et depuis fort longtemps, là, les gens passent dans votre studio. Personne n'a soulevé ça. Madame Tagba, félicitations à vous et votre courage. Deuxième point, le monsieur de RNP. Moi, je suis un entrepreneur. On vient de résilier les contrats de certains entrepreneurs au niveau des TP à l'événement du nouveau gouvernement. Je ne sais pas comment ils ont eu leur marché et comment ils ont été résiliés. Vous voyez, ce régime se nourrit de l'impunité. Ces campagnes. Donc, tout ce que vous avez dit sur les antennes, le peuple togolais va l'écouter en bonne et due forme. Mais ça ne peut pas s'appliquer avec ce régime qui est légal, pas légitime. C'est Kolani qui parle.
Donc les tests resteront, mais que chacun, quand même, pour sa conscience, mette le peuple togolais en avant. Laissons nos intérêts personnels. Merci pour votre chaîne. Je vous en prie, l'ami Kolani, pour ce que la remarque faite par le docteur Tagba, je pense que si vous suivez la bande de l'émission sur YouTube, vous saurez quand même l'effort de discipline que nous nous imposons dans ce studio. Allô? Oui, le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est Sylvain. Sylvain, oui. Oui, pour madame, je voudrais demander ça. Depuis que coronavirus, l'affaire de coronavirus est venue au Togo, là, je voudrais demander à madame s'ils ont un nombre ou bien un chiffre pour les personnes qui sont testées positives et hospitalisées et durant leur suivi sont décédés avec eux là-bas. Si je demande ça, c'est parce que il y a beaucoup d'autres cas où les malades sont amenés là-bas, ils sont décédés, mais ceux qui sont avec les malades à la maison, après test, personne n'est contaminé. Je voudrais savoir le nombre exact qu'ils ont suivi eux-mêmes jusqu'à décès à l'hôpital là-bas. Merci beaucoup. Pour ma deuxième... Oui, allez-y rapidement. Oui, je voudrais encourager la CEP. Même les communiqués, les publicités de Togocom qui se passent sur RFI, là, nous ne sommes pas déjà satisfaits sur le plan national. Et je trouve que la CEP peut interrompre tous ces gens de communiquer. Puis c'est comme une escroquerie comme ça, quoi. Nous ne sommes pas satisfaits au national, mais on nous parle de 5G. Mais je suis désolé, je les encourage à aller un peu plus loin. Là. Liberté d'opinion, liberté d'expression. Le club de la presse s'en veut le canal privilégié. C'est ainsi que nous nous enrichissons. Eh bien, chers amis, je ne sais pas si vous avez le temps de répondre à toutes ces questions. Docteur Tagba. Oui, le micro. Oui, en fait, le port de masque... Je crois que votre micro a un petit souci. Ok, le temps que ce soit réglé. L'ARCEP, M. Ouro Agoro, il y a tellement de questions sur vous. Choisissez-en deux, répondez-y. D'accord, merci. Alors, nous sommes satisfaits de l'intérêt que les auditeurs accordent au sujet discuté. Mais j'irai droit au but pour rassurer tout le monde. Personne ne nous a demandé de commencer les processus. Et si nous l'avons commencé, c'est nous qui avons décidé, nous avons jugé nécessaire de commencer. Ça ne sera pas un feu de paille, mais un véritable feu qui fera bouillir la marmite et à la fin on aura de bons résultats dans l'intérêt des consommateurs avec une bonne qualité et à la clé des prix, des tarifs abordables pour tout le monde. Espérons-le. Oui. Alors la 5G, d'abord les impacts de la 5G sur la santé, est-ce que ça ne va pas produire des brouillages avec autres désagréments? En principe, non. Alors, disons que on ne met pas en œuvre une technologie comme ça. Un pays ne se lève pas et commence pas à déployer une technologie. Alors, sur le plan mondial, nous avons une institution qui est un organisme spécialisé de l'ONU, qui est l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Avant qu'une technologie ne vienne sur le marché, ça passe par plusieurs étapes de validation, de normalisation. Et je peux vous dire aujourd'hui que la technologie 5G est normalisée et il n'y a aucune étude aujourd'hui qui soulève des risques de santé sur les individus. Merci. Alors, est-ce que l'ARCEP a droit de regard sur la publicité que Togocom fait ici et ailleurs sur la 5G? Monsieur Pano? Comme nous l'avons dit, l'ARCEP travaille dans le cadre de ses prérogatives et missions qui lui sont dévolues par la loi. Donc, il n'est pas question pour nous de pouvoir faire cesser notamment une quelconque publicité de Togocom, comme quoi, c'est aussi dans un environnement juridique que cette autorité, fût-elle de l'État, une émanation de l'État, il faut le dire, que l'ARCEP est une émanation de l'État, bien qu'autonome, c'est une émanation de l'État, doit également respecter un certain nombre de règles. Mais il y a une question d'un de vos auditeurs, qui parle en fait de la vérité des prix. Au lieu de parler de la vérité des prix, je vous parlerai plutôt de la transparence des prix. Nous appellerons ça transparent parce que effectivement là,
l'ARCEP a des prérogatives qui permettent de vérifier, d'encadrer la transparence des prix à travers la structure de coûts notamment. C'est assez technique. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir, mais ça rejoint ce que M. Ouroagoro disait, qu'à terme, l'idée quand même, en termes de vision, c'est de permettre à nos populations, et là je réponds également à une des premières questions, est-ce que c'est pour nous faire flamber? Non, pas du tout. C'est pas pour l'ARCEP, pour l'ARCEP. Nous le faisons pour les millions de consommateurs des communications mobiles qui sont là et qui attendent de bénéficier de services, et je dis bien de services de qualité, à des coûts accessibles. Et ça, c'est la vision de l'ARCEP. Donc, nous le faisons pour ces millions de consommateurs. Merci. Également une question. Est-ce que nous sommes les maîtres de nos unités de communication? Mais nous le serons encore plus dans le temps, puisque tout à l'heure, nous parlons de digitalisation de data. La data, comme pour rappel, la data, c'est de vous permettre de savoir que, voilà, j'ai effectué 1 minute d'appel, combien ça va me coûter en réalité. Et tout à l'heure, mon collègue vous expliquait que le vrai problème, c'est pas que les coûts de communication sont plus chers au Togo qu'ailleurs dans la sous-région. Parce que, pour comparaison, c'est lorsqu'on compare effectivement le pas de porte, et on sait qu'au Bénin, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Ouroagoro, c'est à la seconde. Vous voyez? Alors qu'ici, on est à la minute. C'est-à-dire, à la seconde, vous êtes capable de calculer, bon, j'ai fait 30 secondes, je multiplie par, 2 francs, voilà ce que j'ai consommé. Or, ici, comme c'est à la minute, bon, je fais même 10 secondes, je serai facturé quand même à la minute. Donc, c'est ça la réalité. Une question qui est encore revenue. Pourquoi c'est maintenant que l'ARCEP retrouve cette énergie, cet élan, M. Ouroagoro? Oui, pourquoi maintenant? Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire son travail, et c'est un travail qui a commencé depuis. Personnellement, et qui va continuer. Le club de la presse est à votre disposition. Docteur Tagba, maintenant je reviens à vous. Oui, merci. Un auditeur a demandé qu'est-ce qu'on fait de ceux qui respectent les mesures barrières. Je pense que toutes les décisions prises, c'est pour ceux qui sont en bonne santé. Le respect des mesures barrières, c'est pour empêcher que ceux qui sont en bonne santé qui puissent... Mais autrement dit, il a l'impression que lui qui respecte les gestes barrières, il est puni par la rigueur qui est demandée à ceux qui se permettent des libertés. Non, bon, il n'est pas puni, il n'a qu'à continuer par respecter ces mesures barrières. Bon, mais il a dit qu'il est même à l'étroit, il est même étouffé dans ses activités socio-économiques. Dans tous les cas, je pense qu'il perçoit ça comme ça, mais il est indirectement, il a un bénéfice indirect. Il ne perçoit pas physiquement, disons. Si aujourd'hui on ne fait pas respecter les mesures barrières et il tombe malade, il ne pourra plus continuer ses activités économiques. Alors nous devons, ce que nous tous on fait, ce que le gouvernement prend, si jamais il y avait couvre-feu, ce sera juste pour un temps, pour qu'on puisse, disons, vaquer à nos occupations en bonne santé. Un autre est revenu sur un peu le décompte de ceux qui sont admis chez vous positifs, combien sont morts, et puis leurs accompagnants ou bien personnes contacts. Oui, tous ceux qui sont décédés, il y a le site du gouvernement qui montre les chiffres au jour le jour. Il n'y a rien qui est fait dans l'ombre. Tout est donné, tout est donné. Et je pense qu'il dit il y a des personnes qui décèdent et autour d'eux, on ne dépiste pas des personnes positives. Mais il peut arriver que quelqu'un puisse être contaminé, qu'il puisse guérir et transmettre la maladie à quelqu'un d'autre qui décède. Au moment où on va lui faire le test, il sera négatif parce que notre test, c'est pour identifier le virus, le test PCR. Donc, au moment où on le fait le test, lui, il a guéri. Il est guéri alors que l'autre a été contaminé. Merci, docteur Tagba. Je vous coupe là. Je viens, monsieur Aliki de l'RMP. Alors, un auditeur a dit que des gens ont vu leur marché résilier dernièrement. Est-ce que c'était l'œuvre de l'RMP? Bon, en réalité, le marché, c'est un contrat. Et quand le contrat est signé, il y a des clauses et il faut les respecter. Maintenant, lorsqu'on nous fait cas de marché résilié, nous allons d'abord vérifier pour savoir
quelles ont été les causes de la résiliation. Parce que parmi les causes, il peut y avoir les fautes provenant soit de l'opérateur économique lui-même, donc du titulaire du marché. Il peut y avoir aussi des fautes provenant de l'autorité contractante. Donc, bon, comme je n'ai pas vu ces dossiers, mais si ces dossiers, par exemple, sont déférés au niveau de l'ARMP, c'est ce qu'on va essayer de rechercher. Mais l'ARMP ne demande jamais de résilier un marché. Parce que celui qui a signé le marché, c'est l'autorité contractante. C'est elle qui a le besoin et c'est qu'on doit me livrer le travail dans un temps donné. Mais si le temps arrive et que celui qui a gagné le marché n'arrive pas à finir, bon, il ne peut pas éternellement exécuter. Merci. On va devoir s'arrêter là, mais tout ce que je peux dire, c'est que vous avez tenu de très beaux discours. Je crois bien, j'ose espérer que aussi bien l'ARCEP que l'ARMP, vous allez faire comme vous avez dit. De toute façon, le club de la presse est là pour recevoir à chaque fois que de besoin. Je vous prie de vous rendre disponible lorsque nous allons vous solliciter pour éclairer l'opinion. Faute de temps, vous ne pourrez pas décerner vos cartons de fin d'émission aujourd'hui. Et je choisis comme ça Diatoubé comme votre parole, notre porte-parole à nous tous. Diatoubé. Merci à nos invités. Ça nous a permis de comprendre un peu leur monde technique et j'espère que les mesures qu'ils adoptent aujourd'hui, c'est toujours pour le bien-être de la population et que nous allons bénéficier des actions. C'est ça qui est important, harmoniser et améliorer la gestion, la gouvernance nationale. C'est pour ça. Merci à vous, Roland Diatoubé, à vous, Dr Tagba Pelei Tilalo, à vous, Hervé Pana, à vous, M. Ouro Agoro, et à vous, M. Aliki de l'RMP. Je vous souhaite un bon appétit au déjeuner, bon week-end. Nous sommes solidaires à ceux qui sont en deuil, qui va enterrer, qui un parent, qui un collègue, qui un voisin. C'est la vie aussi, mais continuons pas à respecter les gestes barrières et ainsi nous serons en bonne santé pour être au rendez-vous le lundi prochain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.